Alors, je pense que ça a démarré. Bonjour à tous. Bienvenue Webinar Monster. On va vous partager aujourd'hui plein de bons conseils pour réussir votre recherche d'emploi quand vous avez peu ou pas d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Christelle Defoucault, donc qui est une grande spécialiste de l'emploi. Bonjour Christelle. Bonjour Pauline, merci de Bah, m'accueillir. merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter rapidement peut-être pour nos participants. Bon, alors je vais faire vite, parce que comme j'ai 58 ans, j'aurai beaucoup de choses à Ah, raconter. Mais disons que ce qui va les intéresser, c'est que je suis une ancienne recruteuse et donc je vais leur parler avec le cœur et les yeux d'une recruteuse. Je suis peut-être même une ancienne méchante recruteuse. ah, Et je suis aussi influenceuse sur LinkedIn, donc je vais leur parler aussi de l'importance des réseaux et de la visibilité, du personal branding avec les yeux d'un recruteur. Et pour les rassurer, parce que s'ils sont là et qu'ils se disent zut, c'est une vieille qui va nous parler de l'emploi, ah, sachez que je fais beaucoup de conférences dans les écoles. J'ai moi-même des enfants qui ont vos âges et j'ai créé une chaîne YouTube pour les jeunes qui s'appelle Le Grand Jeu de la recherche d'un job. Donc je connais bien la problématique des jeunes qui n'ont pas d'expérience et à qui on reproche de ne pas avoir d'expérience. Donc voilà, je voulais rassurer tout le monde par rapport à mes propos. super. Eh ben, je pense que ça va être passionnant. Avec nous, on a également donc Aimé qui va s'occuper de la modération aujourd'hui. Et moi, je me présente rapidement. Donc, je suis la responsable marketing B2C chez Monster. Donc, je m'occupe de la partie candidat. Donc, toute la création de contenu pour voilà, donner des conseils pour la recherche d'emploi et entre autres l'organisation des webinars. Donc, on vous remercie tous de vous être inscrits. Si vous avez encore des personnes dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ce webinar, n'hésitez pas à leur envoyer le lien tout de suite. Là, il est encore temps de se connecter, sachant qu'ensuite, après, vous allez recevoir dans quelques jours un lien avec le replay. Donc, si jamais vous avez un souci d'organisation, vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, pas de problème, vous pourrez réécouter le webinar jusqu'au bout. Et avec le replay, on vous enverra aussi la présentation. Donc, on va passer environ 1 heure aujourd'hui ensemble pour voilà, partager avec vous tous ces bons conseils. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat public. Donc, quand Aimé pourra vous répondre, voilà, elle vous répondra dans la mesure du possible. Et puis, tout ce qui est questions assez pertinentes, on va essayer de garder à peu près 15 minutes à la fin du webinar pour vous répondre parce qu'on sait, on connaît l'importance en fait, voilà, d'avoir parfois des réponses un petit peu plus personnalisées en fonction des personnes. Donc voilà, on va commencer notre webinar. On s'est déjà présenté. Oups, attendez, j'ai un petit. Voilà, je vais. On s'est déjà présenté. Donc aujourd'hui, c'est ça. On va vous partager nos 8 conseils pour une recherche d'emploi réussie quand on n'a pas trop d'expérience. Et voilà. Donc je vais juste rappeler qui est Monster. Donc Monster, comme vous le savez tous, c'est un site de recherche d'emploi qui met en contact, en relation, on va dire, les candidats avec les recruteurs. Donc on a plus de 200 000 offres d'emploi qui sont disponibles en ce moment. Vous avez la possibilité de créer votre profil, d'y mettre votre CV et aussi de créer des alertes emploi en fonction de vos critères. Donc la CVTech, voilà, c'est vraiment une CVTech très complète qui est consultée par des milliers de recruteurs. Donc c'est important aussi quand vous créez votre profil de télécharger votre CV parce que vous allez pouvoir d'un côté aller regarder les offres qu'il y a sur Monster, mais vous pouvez aussi être contacté directement par des recruteurs qui ont accès à votre CV. Et ensuite, on a voilà toute une section conseils carrière avec des articles, des webinars, des guides et une page Instagram là où on est en train de travailler beaucoup depuis les derniers mois dessus avec de nombreux conseils, des vidéos. On travaille en partenariat avec des créateurs de contenu, donc on a vraiment beaucoup de contenu utile pour vous aider dans votre recherche. Donc on va démarrer voilà nos conseils. Le premier point, je pense, donc Christelle va pouvoir nous rentrer un peu plus dans le détail, mais le point important, le point de départ dans une recherche de travail, je pense que c'est de bien définir son projet. C'est ça?
Alors complètement Pauline, il faut, parce que parfois quand on est jeune, quand on sort d'études ou quand on n'a pas fait d'études, mais qu'on a un peu une idée, on a tendance à très vite vouloir se lancer et alors qu'il faut aussi se poser les bonnes questions et moi je dis toujours qu'il faut parler du cœur, de son propre cœur, il faut partir de son cœur et parler au cœur du recruteur, mais il faut partir de soi. Donc, ce qui est essentiel, c'est de déterminer, que vous déterminiez ce que vous aimez vraiment. Et vous avez pu le savoir parce que vous avez peut-être suivi des études. Et dans les études, il y a des trucs qui vous intéressent et d'autres beaucoup moins. Moi, je vois, j'ai fait une école de commerce. J'ai détesté la compta. Pour rien au monde, j'aurais été comptable. Et je n'ai jamais rien compris au contrôle de gestion. Donc, je me suis dit, il faut que je m'oriente vers autre chose. Donc, ça, c'est pas mal. C'est de se dire à la fin de ces études, finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Se poser ces questions-là. Et si on n'a pas fait d'études, bah, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui me donne envie? Ce qui peut aider aussi pour savoir ce qu'on aime, c'est de voir là où ce qui nous interpelle. Quand on lit quelque chose sur les réseaux sociaux, quand on lit un article, quand on écoute une information, ben, parfois notre intérêt va être déclenché par plutôt certains sujets que d'autres. Ça peut être l'événementiel, ça peut être le sport, ça peut être euh, les réseaux sociaux. Enfin voilà, il peut y avoir des sujets où, je sais pas, la crypto-monnaie. Donc, essayez de savoir vraiment, partez de ce que vous aimez. Parce que quand on aime quelque chose, même si on n'a pas toutes les Mmh. compétences, ça se voit. Ça s'entend dans la voix, ça se voit dans les yeux. Et puis quand on aime, on est porté en fait par sa passion et son cœur. Et on va Après, apprendre beaucoup plus facilement aussi, je pense. et on apprend Ouais. plus facilement et on va réussir à convaincre beaucoup plus facilement. Et puis il y a les questions en effet de savoir qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que je sais mal faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire et qu'est-ce qu'il va me manquer. Ça c'est une introspection qui est personnelle. Après il y a ce qu'on pense soi et le marché. Et parfois, il y a un décalage entre ce qu'on veut, ce qu'on aimerait et puis ce que nous propose le marché. Et là, c'est aussi se poser les bonnes questions parce qu'il y a certains étudiants qui vont être, par exemple, en précarité économique et qui doivent trouver très rapidement un travail. Donc, ils ont peut-être un peu moins le temps de se dire, je vais aller vers ma passion, qui n'est peut-être pas de celle qui va correspondre le mieux au marché. Tout dépend du temps que vous avez. En tout cas, si vous avez du temps, étudiez bien le marché et dites-vous, ça vaut la peine d'aller et d'aller vers ce que j'aime. Si vous avez moins de temps, il faut aussi bien étudier le marché et se dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais faire rapidement et comment je peux me faire embaucher rapidement. Et je voudrais rassurer tout le monde, même si on ne fait pas tout de suite ce que l'on rêverait de faire comme job, il y a toujours un moment dans la vie où ça arrive. Donc voilà, c'est pas le premier job qui sera obligatoirement le job de vos rêves, mais ça sera un premier pied dans l'entreprise, un premier pied dans le monde professionnel et puis ça va vous ouvrir aussi des opportunités. Exactement et donc d'autres points à regarder aussi, c'est peut-être après ça, c'est peut-être qu'on l'apprend aussi avec un peu plus d'expérience, c'est savoir quel type d'entreprise va nous correspondre le mieux. Est-ce qu'on est plus fait pour une petite entreprise, une start-up ou un grand groupe qui peut apporter une certaine stabilité? Ensuite, voilà, est-ce que c'est toujours en rapport avec ce qu'on aime, le secteur d'activité et est-ce que j'ai besoin de faire une formation? Mais ça peut être des choses qui se font en parallèle aussi, je pense. Tout à fait et pour ça, il faut être très curieux et moi j'adore comparer la recherche d'emploi avec un jeu. Donc dans un jeu, avant de se lancer dans la partie, on va étudier les règles, on va se renseigner, on va mettre en place des stratégies. Pour mettre en place des stratégies, il faut que vous soyez vraiment au courant de ce qu'est le marché. Par exemple, moi je vois pas mal de jeunes qui rêveraient de bosser en start-up et puis ils font un stage et puis finalement, le côté un peu libre de la start-up ne leur convient pas parce qu'ils ont besoin d'avoir un mentor, parce qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup plus d'accompagnement. Donc, les petites expériences que vous avez à l'occasion de stages ou même de job alimentaires, peuvent vous permettre de vous dire, bah, ce secteur, j'avais envie d'y aller, c'est pas pour moi, ou cette entreprise, finalement, c'est pas ce qui me convient. Je vois des jeunes aussi aller dans les grandes boîtes en se disant, je vais avoir une évolution professionnelle, etc. Et puis finalement, ils se sentent pas bien dans une grande entreprise, ça ne leur correspond pas. Donc, soit vous avez la possibilité d'avoir, enfin, vous avez vécu une petite expérience et puis vous pouvez le réaliser. Si c'est pas le cas, renseignez-vous, renseignez-vous. Ouais. Contactez, par exemple, il y a une mine d'informations, ce sont les anciens élèves. Les anciens élèves de votre école, même les anciens élèves d'une formation courte, peuvent vous dire, bah voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Posez beaucoup de questions, soyez hyper curieux et ça va vous permettre après de faire une sorte finalement d'analyse du marché. Mmh, tout à fait et justement, on parlait justement
d'analyser le marché. Donc c'est important, c'est ça dans les étapes de recherche d'emploi, c'est de bien se renseigner sur le marché, savoir qu'est-ce qui existe et voilà, que ça soit en termes d'offres d'emploi, de type d'entreprise et aussi les salaires, qui est c'est un petit point important. Tout à fait. Alors, il y a rien de plus, boring comme on dit en anglais, parce que je peux utiliser le terme, français, un peu vulgaire, mais c'est pas agréable de lire les offres d'emploi. Néanmoins, moi je vous conseille d'en lire le plus possible, presque de les imprimer, de les lire et puis de vous dire: Ça m'a donné envie, ça me donne pas envie, ça m'a donné envie» et analyser pourquoi ça vous donne envie. Quel est votre moteur? Et est-ce que ça va être le salaire? Est-ce que c'est parce que l'entreprise, dans l'offre d'emploi, parle de ses valeurs? Donc à ce moment-là, vous allez vous dire: «Ben, les valeurs d'une boîte, d'une entreprise, ça va être mon moteur». Tout ce qui va concerner la RSE, tout ce qui va, concerner la protection de l'environnement, bah, si c'est votre moteur, vous allez le découvrir en regardant ce qui vous plaît. À chaque fois quand vous lisez un article, qu'est-ce qui vous intéresse? Quand vous discutez avec quelqu'un, tiens, ça c'est un sujet qui vous intéresse. Et c'est aussi ça, se renseigner sur le marché. Et ensuite, eh bien, il y a les entreprises dans lesquelles vous avez rêvé de travailler. Vous les listez. Et là, vous commencez à vous renseigner sur les entreprises. Vous tapez le nom de la boîte sur Google. Vous allez regarder sur LinkedIn. Vous allez voir sur Glassdoor comment les entreprises sont notées. Est-ce qu'elles traitent bien vos collaborateurs? Parce que ça, pour les jeunes, le traitement des êtres humains, c'est quelque chose d'important. Et vous analysez, et ça va vous permettre aussi d'invalider parfois un projet. On se dit: «Bah, je voulais aller dans cette entreprise». Bah, finalement, quand je lis les notations, quand je communique avec d'anciens collaborateurs, bah, finalement non, ça me correspond pas. Les réseaux sociaux, donc c'est pour ça, moi je fais pas de pub pour LinkedIn, je ne travaille pas pour LinkedIn, mais LinkedIn peut vraiment vous aider pour ça. Vous tapez, dans la barre de recherche de LinkedIn, le nom de l'entreprise, Mmh. vous allez avoir, les milliers de salariés qui y travaillent. Vous faites des filtres pour trouver des gens qui vont avoir des collaborateurs qui font le métier, qui est celui qui vous intéresserait. Vous regardez ce que publie le PDG, ce que publie l'entreprise, Ouais. voilà. Et est-ce que ça correspond à vos valeurs? Et ça va vous donner, comment dire, une belle, vous allez pouvoir cartographier les entreprises qui vous intéressent. Et puis, tu l'as écrit sur ta présentation, Pauline, les salaires. Oui. Parfois, vous allez dans vos écoles, on vous dit: «T'inquiète pas, à la sortie, tout le monde gagne en moyenne tant». Ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais parfois, dans la réalité du marché, c'est pas ça. Et parfois, moi, je vois des jeunes et je trouve ça dommage parce que je les vois, renoncer à une offre parce qu'on leur a pas proposé le salaire auquel ils s'attendaient, alors que le job leur plaisait, la boîte leur plaisait, et cetera. Et je me dis: «C'est dommage». C'est dommage parce qu'il y a toujours le premier salaire quand on rentre quelque part, mais après, il y a d'autres choses qui arrivent. Quand on est confirmé, le salaire peut être augmenté et puis, on peut ensuite même changer d'entreprise et faire un Mmh. bon Oui, salaire. c'est comme ça, Mais ouais. voilà, il faut faire attention à ce que, à l'image que vous renvoie, enfin que vous renvoient les autres ou même vos parents. Les parents qui vont Mmh. vous dire, donc qui ont mon âge, hein, vos parents qui vont vous dire: «Ah mais toi, avec l'école que tu as fait et puis l'école qui nous a coûté un bras, tu devrais gagner tant». Et bah, peut-être que c'est pas le cas sur le marché. C'est Peut-être peut-être que pas ça sera le cas 2 ans plus tard, mais exactement, ou même 3 mois plus tard, hein, je l'ai oui, vu. c'est vrai. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu en fait des jeunes rentrer dans des entreprises avec une sorte de petit salaire au départ. Je leur avais dit: «C'est pas grave, tout le reste vous plaît, foncez». Et puis finalement, bah, comme ils ont cartonné, on leur a proposé, un salaire plus élevé, ou alors je les ai vus se faire entre guillemets «chasser» Mmh. par d'autres entreprises une fois qu'ils étaient en poste. Donc tout peut arriver. Et faites un peu attention à ce que vous dit votre entourage. Faites plutôt votre analyse propre du marché, ça comprend l'analyse des salaires. Oui, puis comme tu disais, je pense qu'il faut laisser aussi parler le cœur là, c'est si on a trouvé le boulot qui où on sent qu'on va être bien, il faut peut-être, voilà, faire un petit sacrifice en termes de salaire au départ pour que ça soit rééquilibré, plus tard, ouais. Ah bah, je confirme Pauline sur, Mmh. 38 ans de vie professionnelle. Non, on va dire 35 ans de vie professionnelle. Beaucoup de gens rencontrés, beaucoup de gens recrutés, beaucoup de gens accompagnés. C'est pas le salaire en fait qui, Ouais, je suis d'accord. le 1er critère de motivation. Mmh. Et pour les nouvelles générations et tous ceux qui nous écoutent, je pense que c'est pas le cas. C'est les jeunes, et c'est ça qui est top, hein, les jeunes ont d'autres valeurs, ils pensent beaucoup plus, aussi au futur de la planète. Ils pensent, et c'est bien parce que ça nous permet à nous, les anciens, de revoir aussi nos critères, et ça permet Ouais. aussi aux entreprises de se recaler, et ça, c'est bien.
tout à fait. Donc une fois que voilà, vous avez un peu défini votre projet, que vous connaissez un peu le marché, ce qui est important, c'est, de développer son réseau. Donc avec un personal branding, si, Christelle, tu veux développer? Oui, alors moi je crois beaucoup au réseau parce que, quand vous répondez à une offre d'emploi de façon classique, bon, il y en a plein, hein, sur Monster, mais quand vous répondez à une offre d'emploi et que vous n'avez pas un parcours classique qui rentre pile poil dans les carrés, que vous êtes un rond et qu'on demande un carré, il n'est pas sûr que l'entreprise, vous réponde et c'est très difficile d'affronter le silence des recruteurs, c'est très blessant quand on est en recherche d'emploi. Donc je trouve qu'en parallèle de la réponse à des offres d'emploi, c'est intéressant d'avoir une autre démarche qui est pour moi plus proactive et qui permet en fait de se mettre dans la lumière, de briller différemment, surtout quand on a un parcours atypique, quand on n'a pas fait d'études. Il y a des jeunes qui ont plein de choses à prouver, plein de choses à apporter dans une boîte, qui ont l'agnac, qui ont envie, qui n'ont pas nécessairement envie de créer leur entreprise ou qui n'ont pas les moyens de créer leur entreprise et qui pourraient démarrer dans une entreprise, mais ils n'ont pas de formation. Ou alors, ils ont fait un petit bout de formation, ils ont changé, un autre, ils se sont cherchés. C'est pas parce qu'on s'est cherché qu'on n'est pas un bon professionnel. Bon, bah, pour ces jeunes-là, ça va être plus facile de se faire remarquer via les réseaux sociaux. Donc quand je parle, moi je parle du réseau professionnel LinkedIn, mais si vous êtes une bête sur TikTok ou que vous cartonnez sur Instagram, il y a plein d'entreprises ou même Facebook, il y a plein d'entreprises aussi qui sont sur ces réseaux. En fait, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que on met en avant notre offre de service, on met en avant notre personnalité. Ça, c'est une première chose. On fait donc son personal branding. C'est, on va parler. Moi, je parle de marque candidat. On est à une époque où on parle beaucoup. Les entreprises parlent de la marque employeur. Elles veulent Mmh. donner une bonne image aux collaborateurs, aux futurs collaborateurs. Mais je trouve que de l'autre côté, il faut avoir une jolie image candidat. Et cette jolie image, on peut l'avoir sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, ils vont vous permettre deux choses. Ils vont vous permettre de contacter les entreprises, les décisionnaires dans les entreprises, les patrons dans les entreprises, les RH dans les entreprises, de façon presque directe, en message privé, au travers d'un commentaire, au travers d'une publication. Alors que ça, dans la vraie vie, c'est impossible, hein. On peut jamais rencontrer un recruteur dans la vraie vie, sauf dans un salon. Et quand on se pointe dans une entreprise en direct, ça n'arrive jamais. Et quand on répond à une offre d'emploi, si on n'a pas le bon profil, bah, ça n'arrive pas non plus. Alors que là, sur les réseaux, on peut rentrer en contact par d'autres manières. Et on peut aussi se faire repérer. Donc, ne vous dites pas, mais moi, je ne sais pas écrire. Vous ne savez peut-être pas très bien écrire, mais vous savez, vous êtes peut-être bon à l'oral. Bon, bah, vous pouvez faire des petites vidéos, vous faire repérer comme ça. Si vous n'osez pas publier sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, faire des posts ou des publications, bah, vous pouvez aussi vous faire remarquer en allant mettre des commentaires. Il y a en fait vraiment les réseaux sociaux sont une vitrine en 2022 pour se faire remarquer par les recruteurs. Et puis, il faut surtout savoir une chose, mais on en parlera peut-être un peu plus tard aussi, Pauline, c'est que, et là, c'est le recruteur qui vous parle, à compétences égales, un recruteur va choisir un potentiel ambassadeur. Donc, si vous avez une influence sur un réseau social, quel que soit entre guillemets votre niveau, vous allez intéresser une entreprise parce que vous allez pouvoir communiquer sur l'entreprise entre guillemets de façon gratuite. C'est ce que se dit le recruteur. Donc, vous intéressez. Les ambassadeurs intéressent les entreprises. Et quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience, eh bien, oui, on n'a peut-être pas d'expérience professionnelle, mais on est digital native et on peut avoir l'expérience des réseaux sociaux et c'est ça qu'on peut mettre en avant. C'est un très, très bel atout. Je vais juste ajouter un commentaire. On parle depuis le début, voilà, des jeunes sans expérience, mais tous nos conseils, je pense qu'ils peuvent aussi valoir pour des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui Alors recommencent un peu, à zéro, on va dire, qui ont pas complètement, forcément l'expérience dans leur nouveau domaine. complètement et tu vois, on parlait de ce sujet. Moi, j'étais sur une émission chez BFM avec, Alexia Borg qui était sur le sujet des seniors et les seniors sont aussi concernés parce que Mmh, quand un senior fait une reconversion, il redevient débutant. tout Et à fait, ouais. il arrive avec pas d'expérience, il arrive avec, il avait peut-être un bon salaire, il croit qu'il va garder son bon salaire, ben non, on va lui proposer un salaire de débutant. Donc c'est une nouvelle approche. Mais de toute façon, tous ces conseils-là, globalement, la visibilité sur les réseaux sociaux, s'interroger sur son cœur, voir le marché, avoir une bonne connaissance du marché en étant très curieux, ça s'adapte à tous les chercheurs d'emploi. Mmh.
Et alors j'ai une dernière question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut se dire qu'on va les utiliser en complément de, réponse à des offres classiques qu'on va trouver sur des job boards comme, Monster? Donc par exemple, je réponds à une offre pour l'entreprise, Y sur Monster, mais ensuite je vais les contacter, via les réseaux sociaux en complément de ma candidature que j'ai envoyée de manière un peu plus classique. Complètement, Pauline, il faut faire les 2 Mmh. parce que, on peut et heureusement, on peut être recruté, à partir d'une réponse à une offre d'emploi. Mais surtout, ça montre, si on fait une démarche en parallèle, qu'on s'est intéressé, qu'on a postulé. Ben, peut-être qu'on n'a pas été pris, mais en tout cas, on a postulé. Donc ça montre une motivation, un intérêt pour l'entreprise. Mmh. Et puis s'intéresser aux offres d'emploi, c'est très riche parce que c'est là où on voit justement ce qui nous plaît dans les missions. Les offres d'emploi, c'est une mine d'informations. C'est on voit ce qui nous plaît, ce qui nous donne envie dans la manière de se présenter de l'entreprise ou est-ce que ça nous donne pas envie du tout. Dans le salaire, ça donne des idées aussi sur les fourchettes de salaire qui sont proposées et ça donne des idées sur les prérequis. Qu'est-ce qui est demandé Mmh. à mon niveau de voilà pour ce poste-là? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qui est demandé? Et si je n'ai pas tout, bah, ça vaut peut-être la peine que je fasse une petite formation, une formation plus longue pour pour acquérir la compétence qu'il me manque. Mmh. Donc un grand oui. Parfait. Alors ensuite, on va passer un peu dans le vif du sujet, des candidatures. Donc, 1er point là, quand on envoie sa candidature, c'est l'importance d'avoir vraiment un CV, qui va être percutant, qui va se démarquer des autres. Donc on a quelques rappels, qui sont assez, voilà, assez connus, mais je pense que c'est bien quand même de les rappeler. Christelle? Alors, moi, tu sais, je fais partie de ceux qui se battent pour la mort du CV, mais je pense que je mourrai avant, la mort du CV. Néanmoins, voilà, parce que je trouve que c'est tellement compliqué, quand on est senior de tout rentrer dans un Oui. CV, quand on est junior de remplir ce fichu CV. Mais bon, hélas, heu, il y a la vision idéalisée que l'on a du monde du travail et hélas, les entreprises demandent encore des CV. Heureusement, de plus en plus d'entreprises s'ouvre à d'autres choses et d'autres moyens avec le recrutement affinitaire, etc. Puis on va se servir aussi des nouveaux outils de l'intelligence artificielle pour recruter un peu différemment. En attendant, le CV, il faut toujours en faire. Il faut le prendre comme, moi je parle de CV carte de visite, un CV comme carte de visite, parce que c'est un moyen très rapide de se présenter, de montrer qui on est. On est encore dans une génération finalement de papier. Donc voilà, le CV, oui, par contre, il faut faire attention. C'est-à-dire que, un CV, c'est moi ce que je vois chez les jeunes souvent, c'est qu'ils font leur CV et ensuite, bah, comme ça a été compliqué à faire, ils gardent le CV et ils le bougent pas. Hein, Or un CV doit bouger. ça évolue, oui. C'est Mmh. et c'est ça et puis surtout il faut faire, et là tout le monde va me détester, mais je vous assure que c'est hyper efficace. Il faut faire un CV par offre. À chaque fois qu'on postule, on adapte son CV. Oui. Ça veut pas Donc dire complètement le refaire, mais c'est peut-être juste des ajustements. On met en avant une compétence plus qu'une autre en fonction de l'offre ou une expérience en fonction du secteur d'activité, par exemple. complètement. En fait, il faut se dire, faut être un peu comme un commercial, il faut se mettre à la place du recruteur et c'est quelque chose que je vais vous dire assez souvent dans le jeu de la recherche d'un job. Rentrez dans le corps du recruteur, regardez avec ses yeux et dites-vous, mais le recruteur, s'il cherche un community manager et qu'il lit mon CV, est-ce qu'il se dit waouh, ça va être mon community manager? Il faut vraiment se mettre dans l'autre sens. Mmh. Et donc, comme tu le dis, Pauline, c'est pas changer tout le CV, mais ça peut être simplement adapter un titre. Moi, je vois encore trop de CV où il n'y a pas le même titre que dans l'annonce. Sauf qu'il faut que vous sachiez qu'on a quand même en 2022, il y a beaucoup de robots recruteurs, hein, des logiciels qui screenent les CV et qui vont, en fonction du titre du CV, le mettre à la poubelle, enfin le mettre de côté ou le sélectionner. Donc ça va être le titre du CV, ça va être en effet, des mots, des missions que l'on peut retrouver. Quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est surtout mettre en avant, votre vie enfin personnelle, heu, Compétences, ouais. vos jobs d'été, vos compétences et faire ressortir ces fameuses soft skills dont les entreprises parlent beaucoup, mais qui concernent les jeunes et je me dis heureusement que les entreprises commencent à se dire: «On n'a plus besoin de hard skills, de compétences techniques ou du moins c'est
moins ce qu'on va rechercher. Maintenant, on va chercher plutôt des soft skills, donc des compétences douces, qui sont des compétences comportementales, qui sont des compétences que l'on a en nous, donc que vous avez en vous, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Et la vie va faire que vous les avez un peu développées et que vous allez les développer. Et donc, il faut surtout que vous essayiez de déterminer quels sont vos soft skills. Donc, ça peut être l'empathie, la capacité à prendre de la hauteur, l'adaptabilité, etc. Et il y a peut-être des choses que vous avez faites et qui ont permis de développer ces soft skills. Par exemple, si je dis l'adaptabilité, bah, vous avez Je fait vais un voyage passer en je pense Australie. à ce slide-là. Ouais, ça, on en parlait justement, voilà. Voilà, si, Je reviendrai après sur les formats de CV. voilà, donc justement, si vous avez fait un voyage, par exemple en Australie, bah, vous avez développé de l'adaptabilité. Si vous êtes bénévole dans une cité, que vous accompagnez des jeunes, vous les faites jouer au foot, bah, c'est l'empathie, de la gestion de groupe, etc. Donc, intéressez-vous vraiment, vraiment, vraiment au sujet des soft skills parce que je pense que c'est ce qui va, entre guillemets, sauver les jeunes quand on leur dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et donc, désolée Pauline si je suis allée un peu vite. Pas de Euh, souci. donc, si je reviens sur la forme du Oui, je CV, vais revenir en heu, arrière. Hop là. la forme du CV, vous avez, des CV, classiques et puis des CV plus modernes. Hem, Faites un petit peu attention aux CV modernes. Alors, il y a un site, par exemple, qui s'appelle Canva, où vous pouvez, trouver des masques de CV, qui sont très intéressants. Il faut juste faire un petit peu attention. Je vous donne un exemple. Sur certains masques de CV, au lieu d'avoir le titre du poste, il y a votre prénom et votre nom. Donc, on est recruteur et on voit arriver en énorme Pierre Dupont. Ouais, ou Bah, Anne Pierre, Dufour sur le CV qu'on montre là. voilà, Anne Dufour en énorme. Bon, est-ce que ça va? Je suis recruteur, je me dis: «Waouh, elle s'appelle Anne Dufour». Ah, Non, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire: «J'utilise un CV peut-être, un joli masque, mais il faut que j'ai les bonnes infos dedans». Et Pauline, tu l'as mis aussi volontairement. Parfois, il y a aussi des dessins ou ce qu'on oui, appelle des jauges. Par exemple, on vous propose de mettre des étoiles par rapport à votre niveau d'anglais. Donc, entre anglais et puis on voit 5 étoiles. Et puis, il y en a 3 de remplis. Donc, moi, je suis recruteur et dans ma tête, je me dis 3 étoiles sur 5, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors que si vous me mettez anglais professionnel ou anglais courant avec un niveau de TOEIC, ça me parle beaucoup plus. Voilà, donc sachez que les jauges et les dessins ne sont pas vus par les robots puisqu'ils sont voilà. programmés en fonction des mots-clés. Donc ça aussi, c'est un truc Peut-être qu'on hyper, peut réexpliquer, tu commençais à en parler tout à l'heure justement, comment fonctionnent ces robots. Ça va être soit sur les CV Tech, soit même dans les grands groupes. En fait, il y a une présélection qui est faite par ce qu'on appelle les ATS, qui sont des logiciels de gestion de candidature. Donc, c'est pas géré par l'humain au départ. Donc, si le robot il reçoit effectivement un joli CV avec des petits pictogrammes et 5 étoiles ou 3 étoiles pour le niveau d'anglais, il va pas savoir le il comprend pas. déchiffrer. En fait, les ATS sont programmés à partir de mots-clés, d'où l'intérêt aussi de lire les offres d'emploi. Quels sont les mots-clés qui sont dedans? Bah, vous répétez ces mots-clés parce que quand on va le programmer, alors ça dépend des systèmes, mais on va dire: «Moi, je veux qu'il y ait ce titre-là ou ce titre-là ou un autre ou un autre. Je veux qu'il y ait, tant d'années d'expérience dans tel domaine. Je veux qu'il y ait anglais, courant». Enfin voilà et donc l'ATS, il est programmé en fonction des mots-clés. Ce sont souvent d'ailleurs les mots-clés de l'offre d'emploi. Donc, c'est pour ça que quand je dis adaptez vos CV, remettez les mots-clés. Et d'ailleurs, on conseille aussi sur LinkedIn, dans le LinkedIn, mettez aussi les mots-clés qui sont liés à votre projet. Faites attention au dessin, même si c'est joli. Donc, en fait, les beaux CV, il faut peut-être plus les réserver pour les petites boîtes. Oui, Euh, quand on les envoie en direct, donc on a on une les adresse envoie en email. direct, voilà. Une petite entreprise n'aura pas nécessairement un robot recruteur, un ATS, ou va avoir, ou alors quand on est dans un marché de niche où il va pas y avoir beaucoup de réponses, ou quand on envoie une candidature spontanée. Donc là, on se dit: «Waouh!» C'est un joli CV, la personne a mis du sien. Parfois, il y a des CV adaptés aussi en fonction du métier. Je sais pas, si je veux bosser chez McDonald's, je vais faire une sorte de voilà, de comment on pourrait dire ça? Enfin, de CV adaptés, si je veux bosser dans la mode, chez Chanel aussi. Enfin voilà, on voit des jolis CV un peu impactants et adaptés. Ça, pourquoi pas, mais ça concerne une niche. De façon globale, il faut que votre CV soit joli, mais pas au détriment, pour moi, du contenu.
C'est ça, donc je pense que c'est important juste pour les CV qu'on va envoyer sur des plateformes, donc style CVTech ou sur des pages carrières, d'entreprises qui vont utiliser donc les fameux logiciels de gestion de candidature. C'est d'avoir principalement du texte et on évite, les tableaux, les pictogrammes, les photos, les logos ou même les durées. Si on met, stage pendant, 6 mois, il faut mieux mettre des dates parce que le robot va être plus capable en fait de détecter les informations. Voilà, alors mettez plutôt des dates. Alors, pour les dates, je nuance un tout petit peu, c'est Ouais. que mais ça, c'est quand on rentre un peu plus dans la vie professionnelle, on conseille d'éviter les mois, de mettre plutôt Oui. les années. Parce que, notamment quand on commence à avoir un petit peu d'expérience, vous avez fait par exemple vous étiez en alternance pendant 2 ans, bah, de savoir que vous avez démarré en septembre de 2021 pour finir, le mois de septembre n'a pas d'importance. Le souci des mois, c'est que ça peut permettre aux recruteurs qui seraient un petit peu vicieux de réaliser que vous avez peut-être mis 6 mois pour, que ça fait 6 mois que vous cherchez un job et que vous n'avez toujours pas trouvé, par Mmh. exemple. Donc si on peut, C'est raisonner en bien années, d'arrondir. voilà, d'arrondir, 2021-2022, hop, peu im hop, puis on si le arrondit. recruteur veut savoir combien de mois on y a passé, il le demandera. Exactement et puis Mmh. ce n'est pas mentir, hein, Pauline, c'est juste on Exactement. Mmh. arrondit. Attention parce que, Pauline l'a mis volontairement parce qu'on voulait justement, vous parler de ce sujet. Faites attention aux données personnelles aussi, aux informations personnelles. De plus en plus, on déconseille de mettre son adresse parce que aucun recruteur ne va vous écrire sur votre adresse. On peut être discriminé sur une adresse parce qu'on n'habite pas dans la bonne zone, parce qu'on n'habite pas dans le bon quartier. On peut être discriminé quand, on met une adresse et qu'on voudrait postuler dans une autre ville parce que ça peut faire peur au recruteur. Il se dit: «Oh là là, mais il veut bosser à Lyon, il habite Toulon, mais il connaît pas Mmh. Lyon, il va devoir déménager, il va devoir s'adapter». Donc moi, vraiment, ce que je conseille, c'est plutôt le prénom, le nom, c'est plutôt l'email et c'est plutôt le téléphone, hein, ce que vous a mis, Ouais, Pauline, les éléments, ouais, principaux, on essentiel. va dire, Voilà. essentiels, ouais. Mmh. Et puis pas votre âge, c'est une info personnelle, Mmh. pas votre situation de famille, voilà, pas de données personnelles, juste, ce qui va concerner professionnellement le recruteur. Juste petite précision, parce que là je le vois sur le CV, ne mettez pas email 2 points parce qu'on voit que c'est un email. Essayez en fait d'enlever tous Ah les oui, petits mots, qui ne servent à rien. Vous ne mettez pas téléphone parce que tout le monde va voir que c'est un c'est téléphone. oui. Voilà, il faut essayer le plus possible que les mots essentiels soient là et que tout soit sur le CV et tous les petits mots qui ne servent à rien, autant On les les enlever. enlève. Bah oui, ouais. La photo, vrai sujet Pauline. Alors Facultative ou obligatoire? alors, heu, alors déjà ce que je voudrais dire aussi dans les conseils qu'on vous donne avec Pauline, faites votre marché. C'est-à-dire que personne ne détient la vérité sur Mmh. la recherche d'emploi parce que c'est une science humaine et surtout tous les recruteurs sont différents et les recruteurs ne vont pas agir de la même façon en fonction aussi de leur secteur, des villes, voire même des pays. Par exemple, moi j'ai vécu en Angleterre, il y a beaucoup moins de discrimination, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons qu'en France. Donc, prenez les conseils qu'on vous donne, dites-vous: «Est-ce que ça me correspond ou non, finalement ça me correspond pas?» et surtout faites des tests. C'est learn and test, hein, test and learn. Donc, Mmh. vous mettez des CV avec photo. Ça marche pas, bah, vous essayez CV sans photo. Peut-être que le problème vient de la photo. Mmh. Vous voulez faire un super CV méga joli avec, plein de jauges et plein de dessins, vous le tentez. Si ça marche, bah, tant mieux, on se sera trompé avec Pauline et si ça marche pas, vous vous dites: «Bah, tiens, je vais peut-être, essayer de faire différemment». Mmh. C'est un jeu. Et dans un jeu, on ne joue jamais la même partie, que ce soit aux échecs, que ce soit au poker, ce n'est jamais la même partie parce qu'on n'est jamais face aux mêmes adversaires. Mmh. Donc, c'est vraiment l'idée. Alors, la photo, il paraîtrait que les CV avec photo ont 7 fois plus de chances d'arriver dans les mains des recruteurs ou d'être lus par les recruteurs. Ça, c'est ce qu'on D'accord. mais il faut savoir qu'on est discriminé aussi sur une photo. Trop vieux, trop jeune, trop belle, trop souriant, pas assez souriant. Et puis en plus, on est discriminé sur pas les mêmes critères, puisque ce sont pas les mêmes gens en face. Donc c'est pour ça que les personnes hésitent. Par exemple, moi, je discute beaucoup avec des jeunes femmes voilées qui me disent: «Bah, moi, je sais pas si je mets ma photo». Bah, je sais pas non plus. Donc parfois, il faut tester. Mmh. Bah, en effet, je suis voilée, bah, ça n'empêche pas que je suis une super professionnelle et ça n'empêche pas que je peux apporter beaucoup à une entreprise. J'ai peut-être pas envie de me Mmh. faire discriminer pour ça. Mmh. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions, mais par contre,
si vous décidez de mettre une photo, il faut que ce soit une photo professionnelle. Je vous assure, ça paraît évident, mais moi, vous pouvez pas savoir le nombre de selfies que je vois passer avec pris comme ça, avec la bouche comme ça, un chapeau de paille, sur un lieu de vacances et ça faites attention. Ou alors des photos mais hyper repoussoires où vous avez la personne qui fait la gueule. Je sais pas si moi je fais la gueule là pendant si je fais ça Ça donne pendant pas très envie. je vais pas vous donner envie. Bon, bah, c'est ça. Dites-vous, est-ce que je donne envie avec cette photo? Est-ce que je donne envie d'être reçue? Est-ce que je donne envie, aux recruteurs d'aller plus loin, de voir qui je suis et cetera? Et si vous n'arrivez pas à vous évaluer parce que soi-même c'est compliqué, montrez-la aux autres et dites: «Est-ce que tu penses que cette photo est bien ou pas?» En tout cas, il faut que ce soit vraiment une photo professionnelle. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met la même photo que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, de toute façon, c'est presque obligatoire d'avoir une photo. Donc, rien n'empêche de mettre la photo, sur votre CV. Donc comme on parle de LinkedIn, je me permets aussi dans les infos, personnelles, n'hésitez pas aussi à mettre votre lien vers votre profil Ah oui. LinkedIn. Mmh. Ça, c'est hyper important parce que quand, notamment si vous êtes senior en reconversion, Alors que justement, il y a une question à ce sujet-là, donc c'est parfait, je ah te ça laisse. tombe bien. Oui. Bah, voilà, justement, donc mettez le lien LinkedIn parce que, comme votre CV, vous l'envoyez en PDF, le recruteur, si c'est pas un robot, il va cliquer et il va aller directement sur votre vitrine LinkedIn et autant sur le CV, vous vous êtes adapté avec ce qu'on vous dit avec Pauline, vous êtes adapté au recruteur. Sur LinkedIn, vous êtes chez vous. Donc vous pouvez mettre plein de choses. Ça peut être des vidéos, le recruteur va voir que vous avez pas mal d'abonnés, il va voir que vous avez finalement peut-être un super réseau, il va vous découvrir différemment, il va voir aussi que vous êtes en contact avec, des personnes intéressantes, que vous osez prendre la parole Mmh. et donc c'est un plus. Donc moi je Là, vous donc oui, on avait une question de Johanna qui disait: «Voilà, je suis en reconversion, j'ai un souci avec mon CV. Faut-il détailler toutes les expériences? Auquel cas je passerai sur 2 pages. Il semblerait qu'il faille se limiter absolument à 1 page». Donc c'est oui, peut-être là alors où sur LinkedIn, il va y avoir plus de détails que sur le CV. c'est ça, c'est quand on est frustré. Alors déjà, Johanna, si vous êtes frustrée, je sais parce qu'en tant que senior, moi, il pourrait faire 3 pages le mien. On est hyper frustré parce qu'on a un joli parcours de vie et et parfois de très belles expériences et ça fait mal au cœur de les enlever ou de les réduire complètement. Donc déjà, il faut penser que c'est un CV carte de visite. Ça veut dire que vous pouvez avoir un CV 3 pages que vous amenez avec vous en entretien, que vous pouvez même envoyer au recruteur avec plus d'informations. Mais le CV, une page, c'est un CV d'entrée. C'est la carte de visite que l'on donne et qui fait qu'on a l'entretien. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, si vous mettez votre lien LinkedIn, bah, au moins, il pourra avoir tout votre parcours sur LinkedIn et aller dans votre vitrine professionnelle, mais c'est lui qui va aller chez vous. Mmh. Alors que quand vous envoyez un CV, c'est vous qui allez chez le recruteur. Et petite précision, quand vous mettez votre adresse LinkedIn, il faut faire une petite programmation. Vous allez dans vous, paramètres et tout en haut à droite dans votre profil, vous verrez que vous pouvez, changer l'URL de votre profil. Il faut le faire parce que sinon vous avez Mmh. www.linkedin, christelle.defoucault et puis un truc tout pourri derrière. A, B, C, D, 3, 4, 12 et en fait, c'est ce qui est derrière votre nom que vous pouvez avec le petit crayon sur LinkedIn, dans la programmation, vous pouvez l'enlever. Ça vous fait une jolie adresse LinkedIn à mettre sur un CV. Super. Alors je pense qu'ensuite, je pense qu'on avait pas mal parlé des compétences humaines à mettre en avant quand on a peu d'expérience dans le secteur dans lequel on recherche, que ça soit jeune diplômé ou, en cas de reconversion. Donc parler de ses projets réalisés, puis bien sûr, bah, mettre en avant sa formation ou nouvelle formation qu'on vient de faire justement, dans le cadre de la reconversion. Alors je voudrais juste repréciser un truc pour Johanna. N'enlevez pas vos expériences. Par contre, réduisez-les et essayez de trouver un fil rouge Mmh. dans votre expérience qui correspond à votre, nouvelle situation. Si je prends mon exemple, moi j'ai toute une carrière dans les télécoms plus, marketing, communication et tout qui a rien à voir avec ma deuxième carrière qui est dans les RH. J'ai tout concentré, mais surtout j'ai essayé de trouver un fil rouge qui était un peu la gestion humaine des personnes puisque j'ai fait du recrutement, Mmh. j'ai fait du management et cetera. Donc c'est peut-être ça, c'est transformer une expérience passée avant la reconversion de façon la réduire parce qu'elle n'apporte rien. Oui, pas besoin de Alors donner tous les détails, mais ouais. voilà, on donne pas tous les détails, mais si on en donne quelques-uns, il faut que la personne se dise: «Ah, elle a déjà fait ça, ça va être aussi utile par rapport à son nouveau métier». Donc ça, c'est pour les personnes en reconversion. Pour les jeunes qui ont 0 expérience, il y a beaucoup de choses à faire valoir, soit au niveau de la formation.
soit au niveau des centres d'intérêt. Donc faites attention, centre d'intérêt, évitez de mettre loisirs, Oui. évitez de mettre hobby parce que ça fait un peu vacances. Centre d'intérêt, ça vaut vraiment la peine de développer ce pavé, mais ça ne veut pas dire mettre 50 centres d'intérêt non développés. Donc, marche à pied, vélo, escalade, Ouais. lecture, cinéma, zéro intérêt. Par contre, si escalade, vous pouvez le développer parce que vous avez escaladé telle montagne. Marche à pied, vous le faites en groupe avec des bâtons de marche et puis vous avez traversé toute la Corse. J'en sais rien. Ouais, ouais. Alors, c'est pas nécessairement des exploits, mais c'est des expériences entre guillemets extra-professionnelles que vous pouvez développer en mettant des mots-clés et qui font qu'on voit que vous avez certaines soft skills. Parce que c'est vraiment ce qui manque aux jeunes. C'est les jeunes, ils me disent tous, mais il y a bien, on me reproche de ne pas avoir d'expérience, mais on ne me permet pas d'en avoir. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais peut-être que dans le CV, il faut beaucoup plus se mettre en avant vos atouts. Et pareil au niveau de votre formation, développez-la. Vous faites partie du bureau des élèves, vous avez organisé un hackathon, vous avez gagné tel prix, vous voulez aussi mettre en avant un cours spécifique qui correspond exactement au métier auquel vous postulez, bah, vous détaillez ce cours. Parce que bah, les compétences, la théorie, vous l'avez, vous le détaillez et ça vous fera en plus autant de mots-clés qui vont intéresser le robot recruteur ou le recruteur. OK. Je vais passer à la suite parce que je vois que le temps passe. Donc un autre, sujet dont on oups, pardon. Qu'est-ce que attendez, j'ai perdu la est-ce que la Sinon, on fait présentation? sans présentation. Non, c'est bon. Alors c'est juste que je suis allée trop loin. Ah si, c'était là. Hop là, excusez-moi. Donc voilà, un autre sujet dont on entend beaucoup parler, c'est l'utilité ou non de la lettre de motivation. Donc plus qu'une lettre de motivation en tant que telle, c'est en fait comment exprimer sa motivation parce qu'en fait il y a plein de façons, il y a pas juste la lettre de motivation. Alors moi, je fais partie aussi des gens qui luttent contre la lettre de motivation. Moi, pourquoi je lutte contre ça? Parce que je suis un ancien recruteur et que souvent les lettres de motivation en pièces jointes, on les ouvrait pas parce qu'elles se ressemblaient toutes. On va ouvrir le CV, on va imprimer le CV, on n'imprime pas la lettre de motivation. Et puis le problème d'une lettre, c'est que ça oblige à écrire de façon ampoulée, de façon rigide. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est plutôt un mail de motivation, parce que le mail, au moins, c'est vu. Oui, Et ça va être plus succinct, on va mettre un petit peu moins d'informations que dans une lettre de motivation. oui, et puis on va être plus libre. On dit pas: «Je vous prie d'agréer, madame, Mmh. monsieur, l'expression de mes Oui. salutations distinguées». On va mettre bien cordialement, on va mettre bonne journée. On peut beaucoup mieux exprimer sa motivation et beaucoup mieux faire parler ce fameux cœur. Et faites attention aussi, alors parfois il y a, ben, une lettre de motivation est demandée, hein, ça fait partie de l'offre d'emploi ou alors on la rajoute dans le site enfin le site de l'entreprise qui nous dit: «Bah, vous pouvez postuler, Oui, rajouter en pièce faut jointe une lettre», on n'a pas le choix. ouais. Par contre, faites en sorte que ce soit une lettre qui vous ressemble et pas le truc calqué parce qu'un recruteur reçoit, 500 lettres. Bah, il y a rien qui ressemble plus à une lettre qu'une autre lettre. Alors que si vous mettez de vous et si vous parlez aussi de l'entreprise, mais de façon non banale, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entreprise? Il y a beaucoup de lettres de motivation qui démarrent, par la personne. La personne commence à dire, étudiant en dernière année, de telle école, blablabla. Bah, OK, mais c'est pas comme ça qu'on Ouais. commence. On commence par l'autre. Comme dans les relations amoureuses, comme dans les relations amicales, on intéresse l'autre si on lui parle de lui et ce n'est qu'ensuite qu'on parle de soi. Donc, que ce soit la lettre ou le mail, les 3 parties sont pas mal, vous, qui êtes-vous? Pourquoi vous m'intéressez? Mais il faut pas que ce soit le truc, trop classique. Vous, voilà pourquoi vous m'intéressez. Moi, voilà qui je suis, mais je vous raconte pas toute ma life. Voilà qui je On suis. met juste en avant quelques points qui vont attirer Peut-être l'employeur. 2 ou 3, jamais plus de 3. Et puis nous ensemble, voilà ce qu'on peut faire et voilà ma motivation. Et on parlait, enfin c'est écrit sur ta présentation, de la vidéo de Oui, c'est motivation ça, d'autres etc. alternatives, ouais. Mmh. Voilà, il y en a d'autres. Par contre, faites attention parce que moi j'ai vu des jeunes qui se sont fait bloquer leur candidature parce qu'ils n'ont pas envoyé de lettre. Il y avait une lettre demandée plus Ah, d'autres choses et ils ont envoyé, une vidéo. Moi je dirais que c'est en plus. On est encore en France, on est encore de classique. Quand on nous demande une lettre, bah, il faut la faire. Mais si on veut envoyer une vidéo, on le fait
en plus. Parce que les recruteurs nous disent que les vidéos, c'est top, mais c'est s'il y a 3 minutes 5 de vidéo, bah, c'est 3 minutes. Or, Est-ce qu'on conseille une durée, ouais, est-ce qu'on conseille voilà, une durée maximale pour une vidéo? Peut-être il faut 1 que ça minute soit il faut que ça max? soit court, Oui. vraiment. Alors, jamais plus de 3, ça c'est certain, Mmh. c'est le temps d'un pitch. Mais surtout, il faut se dire qu'un recruteur qui d'habitude consacre entre 8 et 30 secondes à un CV, est-ce qu'il va Ouais. se faire toute la vidéo en entier? Peut-être pas. Donc il faut quand même mettre le CV, quand même mettre le mail de motivation ou la lettre de motivation, et la vidéo, c'est un plus. Ouais, Et la d'accord. vidéo, de toute façon, vous servira pour décorer votre vitrine LinkedIn, à mettre sur LinkedIn. Parfait. Alors, une fois qu'on a envoyé sa candidature, on passe à l'étape bien importante de l'entretien. Donc quand on arrive là, on est déjà, super content. Donc comment s'assurer, voilà, qu'on va réussir, cette étape importante qui est en fait un vrai échange avec l'employeur? Donc Alors, comment bien préparer son entretien? Ouais. tu l'as dit, Pauline, c'est hyper. On a déjà presque tout gagné quand on a un entretien. Mmh. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, un entretien est rare, un entretien a de la valeur. Si vous acceptez un entretien, il faut se préparer. Mmh. Moi, j'ai connu l'époque où on allait n'importe comment en entretien parce qu'on en avait 50. Cette époque est révolue. Donc, quand vous avez un entretien, si vous y allez, préparez-vous bien. Vraiment, ça, c'est l'essentiel. Dites-vous aussi, parce que ça, je l'ai tous les jours, hein, je reçois des messages qui me disent: «J'ai un entretien la semaine prochaine. Ah, j'ai trop peur que le recruteur me dise que j'ai pas d'expérience». Et là, je C'est dis: «Mais ça. Bah, là, on a une personne justement qui dit: «Je suis senior avec peu d'expérience professionnelle». On me le reproche toujours en entretien. alors, mais que ce soit senior ou junior, parce que c'est l'angoisse des juniors, hein, mais si vous avez l'entretien, c'est que le recruteur pense que vous êtes la bonne personne potentielle. Déjà, ouais. Je je connais aucun recruteur qui se dit: «Je vais inviter la terre entière, je vais passer des heures à recevoir des candidats pour leur dire que je ne les prends pas». C'est pas ça le job d'un recruteur. Le job d'un recruteur, c'est vraiment de trouver la bonne personne, et plus il va le faire vite, plus il gagne du temps et plus il va se consacrer à ses autres missions. Donc déjà, c'est gagné. Quand vous avez un entretien, c'est qu'il considère que vous êtes la bonne personne. Si par contre, à la fin de l'entretien, il vous dit, «Vous n'avez pas assez d'expérience», c'est que pendant l'entretien, il a eu ce sentiment-là. Vous n'avez pas su peut-être le convaincre, et la faute vient peut-être de vous. Et c'est aussi ce qui se passe pour la personne qui est en reconversion, c'est que peut-être qu'elle insiste trop sur sa reconversion, son ancien Mmh. passé, et que la personne se dit, celui qui est en face se dit: «Mince, elle a peu d'expérience». Mais quand on a l'entretien, c'est que c'est bon. Donc ça vaut la peine de le préparer. Et pourquoi il faut le préparer? C'est parce que plus vous allez passer d'entretiens, plus vous allez être bon. Et ça, je le dis à chaque fois, c'est Ouais, c'est de mathématique. l'entraînement, hein. C'est un entraînement. Rappelez-vous du jeu. Personne ne sait jouer au tennis tout de suite. On s'entraîne et on s'entraîne et on s'entraîne. Donc la recherche d'emploi, c'est ça. Donc même si le poste vous intéresse moyen, acceptez l'entretien pour vous entraîner. Mmh. Vous allez devoir, justement, préparer l'entretien, vous renseigner sur l'entreprise, vous préparer sur le poste. Il y a 2 niveaux de préparation, comme on le voit sur la présentation. C'est à la fois, je me prépare par rapport à l'autre, et ensuite je me prépare par rapport à moi, Mmh. qui je suis. Et ça, il faut s'entraîner à le faire. Donc l'entreprise, vous avez utilisé les réseaux sociaux, utilisez internet, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations sur l'entreprise. Révisez, 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 parce que plus vous montrerez que vous êtes préparé, plus ça montrera que vous êtes motivé. Mmh. Et le premier critère de choix d'un recruteur reste la motivation, parce que c'est un être humain. Donc il y a tout ce qui concerne l'entreprise, le poste, et cetera, et puis tout ce qui me concerne moi. Donc comment je prépare mon pitch. Donc le pitch, hein, c'est cette fameuse présentation quand le recruteur vous demandera: «Pouvez-vous vous présenter rapidement?» Ça, il faut le préparer très en amont, Mmh. heu et le faire, de façon intelligente. Donc je pense à la question, de la personne senior qui était en reconversion. Il est possible que vous fassiez un pitch chronologique. Si vous faites un pitch chronologique, au moment où vous arrivez, à votre reconversion, et c'est là où vous intéressez le recruteur, il s'est déjà endormi et il s'est déjà dit: «Oh, mais elle sait faire tout ça, elle a fait tout ça, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans mon entreprise?» Donc l'idée du pitch, c'est de partir de la fin, qui vous êtes actuellement. Et je conseille ça aussi aux jeunes, c'est-à-dire que si vous commencez à dire: «J'ai fait une prépa, je suis rentrée dans telle école, en première année j'ai fait ça, en deuxième année, puis j'ai fait une année de césure», et cetera, vous montrez au recruteur à quel point vous êtes un jeune. Alors que, et sans expérience. Alors que si vous démarrez de la fin,
et que vous parlez au présent, bah, j'ai une expérience parce que vous avez fait un stage de 6 mois dans tel domaine, bon, et vous partez de là. Je suis diplômée de telle école avec telle expérience dans tel domaine, et essayez le plus possible d'être au présent, et lors du pitch, partez de la fin. Pour bien comprendre l'idée avant qu'on passe à l'autre slide, Pauline, Oui. le pitch, c'est comme une bande-annonce. Les bandes-annonces des films, je sais pas si vous avez vu, mais moi, je n'ai jamais vu une seule bande-annonce qui soit dans le sens chronologique du film. On choisit, on prend des morceaux choisis qui vont donner envie d'aller voir le film. Le pitch, c'est ça. Quand on vous demande de vous présenter en 3 minutes, ou rapidement, parce que 3 minutes, c'est le temps maximum d'attention, c'est quels sont les morceaux choisis que vous voulez mettre en avant qui font que le recruteur va se dire: «Waouh, c'est la bonne personne, on continue l'entretien et Mmh. l'entretien va bien se passer». Si vous faites pas ça, il va se dire: «Bof, c'est la mauvaise personne», et les questions vont être plus compliquées après. Mmh. Je pense que ça peut être bien, oui, de raconter un peu une histoire aussi. C'est On raconte une avec un histoire, fil conducteur un peu. il y a un fil conducteur, Mmh. mais pas dans le sens du Oui, début pas jusqu'à la fin. pas une histoire chronologique, ouais, c'est vrai. Voilà, parce que vous Ouais. imaginez que moi, à 58 ans, si je raconte ma vie professionnelle, J'ai j'endors. commencé mes études en telle année. Voilà, je suis sortie en 87 de mon école de commerce, et cetera. Ah bien sûr. J'endors la terre entière, Mmh. et je commence à intéresser le recruteur quand je commence à dire: «Bah, j'ai été recruteur, puis, j'ai tant d'années d'expérience dans le recrutement, puis dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi». Là, j'intéresse, mais Ouais. tout ce que j'ai fait avant ne m'intéresse pas. Mmh. Donc c'est pour ça, j'alerte les seniors: jamais de présentation chronologique, et les juniors, faites pareil aussi. Oui. Donc dans la un autre point dans la préparation des entretiens, c'est de bien préparer en fait des réponses aux questions types les plus posées. Alors bien sûr, on peut jamais savoir à l'avance qu'est-ce que le recruteur va nous demander, mais il y a quand même des questions qui reviennent souvent. Alors, oui, et puis surtout, dites-vous, en fait, il faut pas préparer des réponses toutes faites. Ce qui est Mmh. intéressant, c'est le développement. Il faut que vous vous entraîniez à développer la réponse. C'est-à-dire que quand, on vous dit, je sais pas, «Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de vous?» Bon, bah, je sais pas, et vous vous entraînez à développer. Quel est votre plus grand défaut? Quelle est votre plus grande qualité? Bien, il suffit pas d'annoncer la qualité ou le défaut. Par exemple: «J'ai de l'empathie». Bon, ben, on reprend, j'ai de l'empathie, c'est ce que les autres me disent, et d'ailleurs, quand je travaille, avec les jeunes dans mon quartier, j'ai monté une Mmh. association, on joue au foot, voilà ce qu'on a créé, et cetera. Bah, je suis obligée de m'adapter à la situation de chacun. Bah, je montre, en fait, dans les réponses que vous faites, il faut que vous montriez ce que vous dites. Mmh. Donc, et le souci, et alors ça, quand on est jeune, c'est que comme on sort des examens, du bac et tout, on est habitué à répondre de façon courte pour pas faire de bêtises. On se dit: «Je réponds de façon courte, j'en fais le minimum, 0 risque». Donc alors que c'est le contraire. Si on est en mode professionnel, comme un commercial face, à un futur client, en fait, il faut développer. Donc il vaut mieux peu de points, mais des points développés. Mmh. Donc là, tu as donné des exemples où vous Oui. voyez-vous dans 5 ans, voilà, comment expliquer un trou dans le CV. C'est des questions qui peuvent paraître des questions simples, pièges, pardon, simples et pièges. Ce qu'il faut, c'est vraiment, ne pas hésiter à les défendre, et même poser la question: «Qu'appelez-vous un trou dans le CV?» «Ah bah, vous n'avez pas travaillé de Mmh. telle période à telle période», ou «Ça fait 6 mois que vous cherchez un job». Ça fait 6 mois parce que je prends le temps de trouver l'entreprise dans laquelle, j'ai envie, de m'investir et d'évoluer. J'ai réalisé en étudiant le marché qu'il me manquait telle formation, je suis en train de me former à tel logiciel. Mmh. Tout peut se justifier. C'est pas tant justifier, c'est développer. Mmh. Et puis ensuite, il va y avoir le côté, je me prépare aussi physiquement, Oui. quelle tenue je choisis, et aussi, physiquement, c'est je fais du repérage. Où est l'entreprise? Est-ce que je vais pouvoir me garer? J'y vais en bus, j'y vais en métro. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Est-ce que je prévois un parapluie? Est-ce que je mets des talons? Est-ce que je vais pouvoir marcher avec des talons? Et si mon collant se file, est-ce que j'ai intérêt à mettre une jupe? Et si je suis assis sur un pouf, parce que ça c'est arrivé, une jupe c'est pas idéal. Voilà. Oui, ça a Et l'air d'être des détails, mais en fait, c'est important parce que ça va limiter un peu le stress, au moment de l'arrivée avant l'entretien. c'est une question qu'on nous pose souvent, quelle est la tenue? Choisissez une tenue dans laquelle vous êtes bien. Mmh. Ça c'est important, Vous à vous l'aise. sentez vous-même, ouais. Sentez vous-même, en corrélation quand même avec, ce qui est attendu dans Oui. l'entreprise, parce qu'il faut que vous ayez un air professionnel aussi. Si vous vous sentez bien, bon, par exemple, moi, je suis tout le temps en Converse. Bon, eh ben, est-ce que j'irai en entretien en basket? Je ne sais pas, ça va dépendre des boîtes. Donc essayez de voir un peu aussi dans votre, étude des entreprises,
quelles sont les valeurs des entreprises et puis quels sont leurs codes vestimentaires. Mmh. On n'irait pas en Converse dans une banque, peut-être plus dans une start-up. Voilà, Ou alors est-ce que, j'en sais rien, on postule pour un poste de biologiste, est-ce qu'on vient avec une blouse, par exemple? là, c'est Peut-être un peut-être peu extrême. un Ouais, peu extrême justement, mais tu as raison de poser parce que, par exemple, des personnes dans le bâtiment ou dans des métiers très physiques, manuels me disent: «Bah, moi je préfère venir avec des chaussures de chantier et cetera», mais c'est voilà, pas pour pouvoir choquant. éventuellement visiter, ouais, ou Parce que souvent il y a ça, il y a: «Bah, attendez, je vais vous faire un tour» ou «Vous mmh, voulez faire un petit essai?» donc c'est pas choquant. Mais se renseigner sur les codes de l'entreprise, il y a pas une bonne tenue, mmh, c'est une bonne tenue en fonction de vous et bonne tenue en fonction de l'entreprise. parfait. Alors on va accélérer un petit peu, il nous reste 6 minutes. Donc ça, c'était un point, on en a déjà un petit peu parlé là, On comment en a voilà, parlé, le oui. salaire, donc vraiment bien se renseigner sur le marché, connaître ses prétentions salariales avant même d'arriver en entretien. Et ne Heu, demandez jamais une fourchette, hein, de salaire. Vous allez parce que si vous dites: «Je veux gagner entre temps et temps», le il va recruteur va donner le prendre la moins. fourchette basse. Donc, donnez plutôt, le salaire que vous voulez gagner en tenant compte, pas que de vos souhaits, mais du marché. Encore une fois, qu'est-ce qui est proposé dans le marché? Il n'y a pas que mon école qui me dit que c'est ça, il faut voir vraiment la réalité du marché. Voilà. Alors après, on peut avoir une fourchette pour soi-même en se disant, «Je veux gagner entre temps et temps», Mais on mais l'a on dit va pas. donner le plus haut, au recruteur. Donc ensuite, l'entretien, venu, voilà, quelle est la bonne attitude pour justement dégager quelque chose de positif et puis, voilà, faire une bonne impression, auprès du recruteur? Toujours pareil, le sourire, Mmh. la posture, être à l'aise, ne vous positionnez pas comme un étudiant face à un examinateur. Dites-vous dans votre tête, et ça, il faut vraiment se mentaliser parce qu'on a tous ce réflexe, hein, même moi à mon âge, hein, si je passe un entretien, je pétoche comme une malade, hein. Donc, dites-vous, ce n'est pas un examinateur, c'est un professionnel et comme moi, nous sommes 2 professionnels, même si j'ai peu d'expérience, j'ai une expertise, j'ai des soft skills, j'ai des choses à apporter, beaucoup de choses à apporter, toute ma motivation, mon entrain, ma visibilité sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. On est 2 professionnels face à face et si ça ne se fait pas, ça ne veut pas dire que je suis mauvais. Ça veut juste dire que le poste ne me correspond pas, que je ne corresponds pas à l'offre. Mmh. Il n'y a pas de match, mais ça ne veut pas dire que tout s'arrête là et que je suis mauvais. Il faut juste plutôt le prendre comme un entraînement. Donc être vraiment serein, être souriant, étudier l'autre. On est dans son univers, on s'adapte à lui, on répond à ses questions et on répond tranquillement. Et dites-vous, pensez à moi à chaque fois lors des entretiens. Dites-vous que de toute façon, bah, si vous n'avez pas le job, c'est pas grave. Il y en aura un autre Il y en derrière aura et d'autres. peut-être même que le recruteur, vous allez en faire un allié. Il a rien à vous proposer là, mais il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ou peut-être qu'il pensera à vous pour le Pour prochain le poste. prochain poste, c'est ça. Puis il peut vous donner aussi du feedback. Qu'est-ce qui a pas fonctionné pour, et vous allez pouvoir vous améliorer après. Faut pas Et hésiter à ça, rester en contact avec l'employeur. ça, c'est l'idéal, Pauline, tu as raison, notamment Mmh. à la fin de l'entretien, quand il vous dit, «Avez-vous des questions?» N'hésitez pas à dire, bah, déjà, vous pouvez dire, bah, quelle est la suite du processus? Pourquoi pas? Mais vous pouvez aussi dire, «Qu'est-ce que vous avez pensé de moi?» Voilà, essayez d'avoir le feedback des recruteurs parce Mmh. que, bah, finalement, passer un entretien, c'est avoir un coaching gratuit d'une certaine manière. Donc désolée si des recruteurs nous regardent, mais on peut aussi utiliser les recruteurs qui nous font venir. Notre temps et votre temps est précieux. Votre temps a de la valeur, donc vous pouvez avoir droit à un feedback et rien de mieux qu'un feedback de recruteur. Donc répondez à toutes les questions sans état d'âme, même si ce sont des questions discriminantes. Ne vous rentrez pas en guerre contre le recruteur. Rien n'empêche ensuite de faire une petite dénonciation si vous sentez que vous avez été discriminé, mais vous le faites après, ou rien ne vous empêche après de dire je n'irai jamais dans cette boîte parce que j'ai pas les mêmes C'est ça. valeurs. Mais Mmh. allez jusqu'au bout de l'entretien et soyez bien jusqu'au bout, juste pour votre entraînement. Exactement. Là, on va faire un point rapide. Alors ceux qui ont déjà assisté au webinaire du mois d'avril, on en avait déjà parlé, mais c'est en ce moment, ah non, pardon, je pensais qu'on était, à l'entretien virtuel. Donc oui, les questions légitimes à poser aussi, c'est des choses qu'il faut préparer. Voilà, Mmh. une question qui mange pas de pain, qui est toujours pratique, c'est quelle est la suite du Voilà. processus? Vous ne risquez rien. Après, pour toutes les autres questions qui sont proposées par Pauline, prenez des notes hein, pendant l'entretien, ça montre que vous êtes Ouais, motivé, mais surtout, ça va vous permettre de savoir si elles n'ont pas déjà été répondues. Parce que si vous aussi. demandez à la fin quelle est l'organisation du travail dans l'équipe et que le Exa recruteur vous l'a dit au Oui, bien début, sûr. c'est un peu dommage. Mais en Donc effet, ça, c'est pas les questions à poser à la fin, c'est les questions à poser, oui, tout au long tout au de long, l'entretien, sauf si ça a été dit, naturellement par sauf le recruteur.
plus vous allez poser de questions, plus vous allez sembler être à l'aise et être un professionnel. Et puis, c'est légitime. Et puis, moi, je trouve que c'est bien que les entreprises se rendent compte aussi que les candidats aussi les recrutent. J'arrête pas de dire ça, mais j'espère qu'un jour, ça sera entendu. Mmh. Et donc, Exactement, on a en d'accord. effet les questions audacieuses. Que pensez-vous de moi à ce poste? Ça permet de Oui. bien conclure. Pourquoi devrais-je choisir votre entreprise? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous réveiller le matin? Qu'est-ce qui vous motive? C'est vous avez le droit de poser ça à un recruteur. Mmh. Vous avez tous les droits du moment que vous le faites en souriant et du moment que, vous ne mettez personne en difficulté. Voilà. Donc c'est ça, l'entretien virtuel, c'est comme un entretien classique, il doit se préparer, donc on vérifie qu'on a bien reçu le lien. Je vais un petit peu, vite parce qu'il nous reste 1 minute. On est dans un lieu lumineux et forcément on prépare son entretien comme d'habitude et on se connecte 5 minutes en avance et à la fin de l'entretien, donc voilà, les 3 choses à ne jamais oublier après un entretien d'embauche. Toujours, toujours, le mail de remerciement, il y a qu'un candidat sur 10 qui le font. Donc faites-le, même après un entretien en visio. Vous remerciez pour le temps consacré, vous remerciez pour l'accueil, vous dites ce que vous avez compris du poste et vous renouvelez votre motivation et vous vous démarquez des autres candidats et très peu de jeunes le font. Vous-même, vous vous dites qu'est-ce qui a pas marché, je ferai mieux la prochaine fois. Et surtout, surtout, relancez le recruteur. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que vous n'intéressez pas quelqu'un. C'est parce qu'il a vu plein d'autres candidats, il vous a oublié, votre CV sous la pile et tout. Mmh. Relancez-le, c'est légitime. Alors est-ce Vous qu'on avez se donne un délai? Ça va dépendre du oui, poste, j'imagine? En fait, ça va dépendre alors aussi de si le recruteur nous a dit: «Je vous tiens au courant dans une et si semaine on ou a posé 2», la on laisse question? passer ce délai. Voilà, est-ce qu'on a bien posé la question? Si vous dites: «Quelle est la suite du processus? Quand est-ce que vous me donnez une réponse?» vous notez bien et si au Mmh. bout d'une semaine, parce que c'était une semaine, il vous a pas répondu, vous renvoyez un mail et puis vous téléphonez, mais relancez. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui ont décroché des jobs en relançant, alors que le recruteur les aurait oubliés et Mmh. c'est trop dommage. Super. Bon, on arrive à la fin. On est un peu, il nous manque un petit peu de temps pour des questions. On a répondu à 2 questions pendant le webinar. Juste un point, je pense, pour, vous de que vous gardiez en fait, voilà, la motivation. En ce moment, il y a quand même, un taux de chômage assez bas. Les candidats sont plutôt en position de force, donc le conseil général, c'est toujours de garder confiance en soi, ce qui est pas toujours évident quand on est dans une recherche d'emploi et voilà, on prépare bien ses entretiens, on prépare bien sa candidature et puis ça va finir par fonctionner. Complètement et rappelez-vous que 2022, c'est l'année de la marque employeur et la marque employeur, ça fait très, très peur aux entreprises. Les entreprises réalisent que, elles sont en manque de candidats, elles doivent donner une jolie image. Vous êtes en position de force et cette position de force, vous pouvez l'exprimer au travers des réseaux sociaux, créer votre personal branding et créer votre marque candidat et vraiment vous allez cartonner en entretien. Super. Donc voilà, on arrive à la fin du webinar. Merci à tous pour votre participation. Merci Christelle. C'était vraiment un plaisir de co-animer ce webinar, avec toi. Je pense que tu as donné beaucoup de conseils, très utiles. Donc on vous souhaite tous à tous, voilà, bonne continuation et bonne chance, dans vos recherches et on se retrouve, à la rentrée pour le prochain webinar, Monster et en attendant, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram entre autres, où on partage vraiment, beaucoup de conseils. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés. On peut éventuellement vous aider à trouver des offres dans votre secteur. À bientôt Voilà. à Et tous. bah, à Bonne très chance. bientôt. Bonne journée et bonne chance à tous. Merci, au revoir.